Et c'est complètement légal de faire de l'OSINT, puisqu'on va en fait chercher sur Internet et on manque, il y a un vrai manque de ressources intermédiaires. C'est-à-dire que il y a des ingénieurs. Aujourd'hui, on a beaucoup d'ingénieurs, mais on manque beaucoup de techniciens, développer des outils aussi, savoir maintenir une infrastructure. Il y a tout un aspect réseau. Sécurisation du réseau, sécurisation du SI, qui est en réalité le cœur de la cybersécurité, grosso modo sur l'état de la cyber française. Est-ce que tu penses qu'en termes de souveraineté, il y a quelque chose qui se met en place pour y arriver ou on n'a même pas? Avant de commencer ce podcast, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Plus de 80% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. C'est grâce à ton soutien que YouTube va pousser la vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par la cybersécurité et les technologies. Bienvenue Baptiste dans ce second épisode. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Baptiste Robert. Je me suis fait connaître il y a quelques années comme hacker éthique pour avoir trouvé des failles de sécurité dans des applications mobiles et des sites internet. Et il y a à peu près 4 ans de ça, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Predictalab, où on fait ce qu'on appelle de l'open source intelligence, de l'OSINT, et on crée des outils comme predictasearch.com, et on fait aussi, pour le compte de certains clients, des enquêtes où on va avoir des analystes maison qui vont faire des enquêtes comme des détectives. D'accord. Est-ce que tu as suivi des études pour travailler dans ce domaine? Alors, j'ai suivi des études, oui, ça, tout à fait. Puisque j'ai fait les classes préparatoires assez classiquement, et ensuite j'ai intégré l'ENSET, qui est une école d'ingénieurs sur Toulouse. J'ai été diplômé ingénieur télécom et réseau, donc ce qui est un métier que j'ai jamais vraiment pratiqué et qui m'a permis d'obtenir les bases. Et ensuite, petit à petit, j'ai dérivé vers la sécurité. D'accord. C'est à peu près le même parcours comme moi. Comment tu définirais l'OSINT pour quelqu'un qui démarre dans ce domaine? Alors, l'OSINT, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. L'OSINT, c'est un acronyme déjà pour Open Source Intelligence. Donc, il y a vraiment deux parties. Le mot intelligence, c'est le mot le plus, entre guillemets, compliqué à comprendre. Intelligence, c'est le mot anglais pour dire renseignement. Et donc, quelle est la définition de renseignement? Renseignement, il y a plusieurs définitions, mais grosso modo, ça va être une information actionnable, ou dit autrement, une information avec un haut degré de certitude. C'est-à-dire que ça va être un recoupement d'informations, de données qui, mises ensemble, vont nous permettre d'obtenir une information où on a un degré, une probabilité assez importante. Et open source, la deuxième partie de l'acronyme, on va baser ce renseignement à partir d'informations publiquement accessibles. C'est ça que ça veut dire. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est l'OSINT? Ça va être euh, une méthodologie qui va nous permettre de créer du renseignement à partir d'informations publiquement accessibles, que ce soit sur Internet, mais aussi sur des archives. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. D'accord. C'est légal? Parce que je sais que les gens qui ont posé la question, est-ce que c'est légal de faire de l'OSINT? Non, c'est une très bonne question. C'est complètement légal de faire de l'OSINT, puisque on va en fait chercher sur Internet. Si je caricature, hein, c'est vraiment, on va chercher de l'information sur Internet. Et alors, l'OSINT est tout à fait légal, puisque effectivement, on va aller chercher de l'information sur Internet. On va, on va assez simplement essayer d'explorer Internet pour trouver l'information ou les informations qui nous sont nécessaires. Alors, c'est légal, mais ça ne veut pas dire qu'on peut aussi faire tout et n'importe quoi. On est toujours soumis, parce qu'on est en France et qu'il y a une régulation en France et en Europe par extension. Il y a une régulation assez importante sur les données personnelles, sur la conservation des données, etc., etc. Donc, on peut faire plein de choses, on peut chercher sur Internet, mais dans l'exploitation des données, il y a quand même certaines règles à respecter. D'accord, ok.
Tout à l'heure, tu parlais de ta société. J'avais vu je crois que c'était sur Twitter que tu étais invité aux États-Unis. C'était dans le cadre une conférence sur l'OSINT où c'était. Tout à fait, oui. Alors, je fais régulièrement plusieurs voyages. Donc, une partie de mon activité aujourd'hui, c'est de faire notamment des conférences, des sensibilisations. J'en ai fait une quarantaine l'année dernière. Cette année, je suis parti pour faire à peu près le même rythme. L'idée, c'est d'aller un peu là où on me demande d'aller, ou là où je suis invité, pour aller un peu en France, en Europe et parfois aux États-Unis, faire des conférences sur notamment le sujet de l'OSINT. Et l'idée, alors dans le cadre de l'entreprise, mais même au-delà de ça, un peu plus largement, de présenter ce que c'est, les risques d'avoir cette donnée-là en fait accessible sur Internet. Et quelque chose que je défends de manière assez importante, c'est de dire en fait tout ça est possible parce que tout le monde laisse ses données sur Internet. Et il y a une vraie importance aussi pour monsieur et madame tout le monde et même n'importe qui, quelle que soit votre profession, de faire attention à ce que vous laissez sur Internet. Et donc, je parle souvent de la notion d'empreinte numérique. Et c'est pour ça qu'on a créé notamment predictasearch.com qui permet d'auditer son empreinte numérique. L'idée, c'est de dire à tout le monde, bah, quand on vous demande une donnée, quand un site vous demande une donnée, faites attention à est-ce qu'ils en ont vraiment besoin. Posez-vous la question de est-ce que je dois vraiment mettre ces données-là. Et donc, euh, faites ce travail-là de nettoyer régulièrement votre empreinte numérique, de savoir qu'est-ce qui traîne sur vous sur Internet. Et en gros, notre métier aujourd'hui, c'est ça, c'est de prendre, d'auditer les empreintes numériques de nos clients et de réduire celles-ci quand elles présentent certains risques. Ok. C'est un outil qui est gratuit, Predicta Search. Alors, c'est un outil freemium assez classiquement. Vous avez une possibilité de l'utiliser gratuitement, même sans compte. Gratuitement, vous allez savoir, vous mettez votre adresse email et vous allez savoir sur quel site on trouve des profils associés. Et si vous voulez le détail pour votre adresse email, vous pouvez créer un compte gratuit. Vous devez confirmer l'adresse email en question. Vous allez recevoir un lien, vous validez, vous activez assez classiquement. Et vous allez avoir un rapport détaillé pour cette adresse email-là. Si vous voulez ensuite faire l'audit de d'autres empreintes email, d'autres emails ou numéros de téléphone aussi, il vous faut alors prendre un compte basique qui lui est vraiment pas cher. On est vraiment les moins chers du marché, qui est à 10 € par mois. Et tout est annulable, c'est-à-dire que les abonnements sont annulables vraiment en un clic. Il y a un bouton annuler et c'est facilement prenable. Vous pouvez prendre pour un mois, annuler direct et c'est pas un souci. D'accord, ok. Moi, je pense que je vais tester. Est-ce que dans le cadre de l'OSINT, tu participes parfois, par exemple, à des enquêtes avec la police? Alors, c'est toujours, si c'était le cas, je le dirais pas. Mais sans, il y a pas forcément de question de secret. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, que ce soit police, gendarmerie ou autre, ont une nécessité aujourd'hui aussi de prendre en main cette question de l'OSINT. Parce que c'est vrai que on le voit avec l'OSINT, on peut faire plein de trucs. Et aujourd'hui, une grande partie des informations sont disponibles sur Internet. Et l'OSINT est un moyen génial pour ces gens dont c'est la mission de remplir leur mission. Donc, ils ont une vraie nécessité aujourd'hui d'utiliser des outils adéquats, des outils qui font le travail, notamment sur l'OSINT, pour les aider dans leur métier. Donc, c'est aussi une partie c'est même une des grosses raisons pour laquelle j'ai créé Predictalab avec mon associé, c'est de fournir à ces forces de l'ordre des outils qui soient appropriés, justifiés, avec évidemment les contrôles nécessaires au cas où, et qui soient dédiés pour leur mission et qui fassent ce qu'il faut avec les valeurs qui sont les nôtres et de l'éthique et surtout un outil qui soit souverain, un outil qui soit français. Si nous, on ne le fait pas, d'autres le font et pas forcément avec la même philosophie. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce que, oui, c'était aussi par rapport à la société, bon, je reviendrai plus tard sur la question,
quels sont les conseils que tu donnerais par exemple à quelqu'un qui veut se lancer dans l'OSINT? Alors, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, euh, c'est globalement, faites ce que vous aimez. Prenez, c'est un peu un conseil de vieux con, mais c'est globalement, prenez ce qui vous plaît et creusez. Il y a pas de secret. Euh, j'ai toujours fonctionné de manière par passion. L'idée, c'est quand vous avez un sujet, il faut le travailler. Il faut vraiment le travailler à fond. Vous ne pourrez pas, on ne peut pas tout maîtriser. C'est-à-dire que le champ des possibles, il est très très large quand on s'intéresse globalement à l'informatique, quand on s'intéresse à la sécurité. Il y a plein de métiers différents, il y a beaucoup de métiers différents, beaucoup de spécialités différentes. Et vous pouvez pas être un expert dans tout, c'est impossible. Par contre, vous pouvez prendre un segment en particulier, un domaine en particulier et vraiment le creuser pour trouver tout ce qu'il y a à trouver dessus. Et ça, c'est super. C'est super important parce qu'il il faut travailler, 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 ne jamais laisser de questions sans réponse et vraiment être en permanence curieux sur ce sujet-là. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, vous allez vous poser des bonnes questions. En face de ces bonnes questions, vous allez trouver des bonnes réponses et vous allez voir que bah, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à comprendre et si c'est pas fait, bah, peut-être que c'est vous qui allez le faire. Et derrière, il y aura potentiellement des opportunités. Ok. Tout à l'heure, tu disais il y a une formation pour les forces de l'ordre à travers ta société. Est-ce que c'est possible aussi pour les entreprises ou pour les particuliers de les former sur de l'OSINT? Alors, on a effectivement, on donne des formations. Si vous allez sur notre site, predictalab.com, vous allez voir, on a une petite section formation. On donne aujourd'hui globalement des formations de 3 jours sur l'OSINT. C'est assez vaste, hein, il y a plusieurs l'OSINT. Il y a encore des sous-catégories derrière. Il y a tout ce qui est GeoINT sur la géospatiale intelligence. Il y a tout ce qui est sur l'OPSEC. Il y a plein de sous-catégories. Aujourd'hui, c'est une formation qu'on donne régulièrement, qu'on donne aujourd'hui plutôt pour des professionnels, donc que ce soit secteur public ou secteur privé. On n'a pas encore ouvert pour le moment à des candidatures libres, si je puis dire. Pardon. On n'a pas ouvert à des candidatures libres pour le moment. On le fera peut-être dans le futur, mais voilà, on verra, on verra. D'accord. Pourquoi tu as choisi la cybersécurité? Est-ce que tu avais d'autres domaines en tête? Franchement, j'ai pas choisi la cybersécurité. C'est vraiment un hasard, franchement, comme je dis souvent, tout ce qui, ça va faire un peu moins de, ça va faire un peu moins de 10 ans, quelque chose comme ça, 7 8 ans maintenant que je suis dans ce domaine-là. Un peu par hasard, j'ai un jour explosé sur Twitter pour avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Et petit à petit, c'est une aventure depuis ce moment-là. J'ai pas vraiment choisi la cybersécurité. Et puis en réalité, je ne me considère pas faire de la cybersécurité en tant que tel. Mon métier, c'est aujourd'hui, on fait le LOSINT, on cherche de l'information, on se spécialise sur, comme je disais, un segment. Et c'est ça qui nous intéresse. Faire de la cybersécurité, on est plein à faire de la cybersécurité. C'est juste que c'est le truc qui m'amuse depuis un certain temps maintenant, mais sur lequel il y a plein de choses à faire, qui est assez passionnant. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je ferai peut-être autre chose. J'en sais rien. On verra bien. Le temps est long. Il y a le temps. Ouais, c'est ça, il y a encore beaucoup de temps. Est-ce que tu as des tâches récurrentes dans ton travail actuel? Ah, un vaste sujet. Mon métier a un peu évolué puisque, comme je l'ai dit, moi, de formation, je suis ingénieur, donc je suis très technique, hein. J'ai commencé en tant que développeur, donc je suis quelqu'un de vraiment avec une base technique assez forte. Aujourd'hui, bah, de fait, j'ai une entreprise. On est plusieurs. On est une entreprise d'une petite dizaine de personnes aujourd'hui. Donc, de fait, bah, mon métier a évolué. Je suis de moins en moins dans la technique. Je suis beaucoup plus dans la gestion d'entreprise.
avec tout ce que ça comporte, le management de projet, la partie administrative. Et aussi, à côté de ça, j'ai d'autres casquettes où faire des conférences, ça se prépare. Il faut préparer ses interventions. Il y a beaucoup de déplacements. Je me déplace pas mal. Donc, j'ai des journées assez variées. Après, il y a effectivement des choses qui reviennent, notamment le côté humain. C'est-à-dire, c'est important de conserver un lien avec son équipe et ça, j'y tiens beaucoup. Donc, c'est ce qui reviendrait le plus, c'est les communications. C'est l'aspect communication, discuter avec son équipe, savoir comment ça se passe, etc., etc. Ok. Est-ce que par hasard, je sais que peut-être des gens vont me poser la question, tu recherches des alternants ou des futurs candidats pour ta société? Alors, on est jamais fermé. On a des alternants. On a actuellement un alternant chez nous. On en a un autre qui arrivera bientôt en septembre. On est toujours ouvert. Franchement, le marché étant ce qu'il est, on est toujours ouvert à des candidatures. Donc, ce sera si vous cherchez un stage ou une alternance, avec grand plaisir. Il suffit d'envoyer un email à contact arobase predictalab.com avec votre CV. Et puis après, on regardera tout ça. On a quelqu'un chez nous qui est chargé là-dessus, on regardera tout ça et puis on y répondra avec plaisir. Ouais. Ouais, très bien. Je pense que je vais ajouter l'adresse aussi dans la description de la vidéo. J'ai vu que tu recherchais, donc je pense que c'est par cette activité que tu as commencé, c'était la recherche de failles informatiques, des vulnérabilités. Tu avais identifié plusieurs CVE. Comment tu as démarré cette activité? C'était en fouillant sur Internet ou comment tu as fait pour... L'activité en elle-même, elle a commencé, comme je disais, c'est vraiment quelqu'un de très opportuniste en réalité sur ce domaine-là. La vérité, elle a commencé qu'il y avait, c'est une histoire que je raconte souvent. À l'époque, j'avais un OnePlus. Je travaillais notamment pour des fabricants de téléphones et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais chercher ce qu'il y a sur mon OnePlus. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes?» Donc j'ai fait du reverse engineering sur le firmware et j'ai trouvé ce que j'ai trouvé et ensuite j'ai creusé là-dedans. L La réalité, c'est que je cherchais ces failles de sécurité dans différentes applications ou des sites internet parce que ça m'intéressait, parce que c'était fun. C'était vraiment la motivation première. Parce qu'il y avait plein de choses à trouver et que, en fait, mon compte Twitter ayant explosé assez rapidement, j'avais un impact assez important et c'est encore aujourd'hui, ça qui me motive, ce qui est une des motivations, qui est que, j'arrivais, à l'époque, alors je le fais plus maintenant parce que ma situation a changé, mon travail a changé, mais à l'époque, j'arrivais très rapidement à faire réparer ces failles et ça, c'est quelque chose qui a vraiment du sens, pour moi puisque, en trouvant une faille de sécurité, on pouvait très rapidement j'arrivais à contacter la société, à faire réparer et faire en sorte que, l'application et les données, sous-tenantes étaient mieux sécurisées. Donc ça, c'était super chouette parce que, c'est une action qui avait vraiment du sens. Ok, et quand tu identifies une CVE, quelle peut être la durée entre le moment où on identifie la CVE, l'entreprise répond, valide que c'est correct et corrige? Est-ce que les délais sont très longs ou c'est rapide? En soi, moi, j'ai assez rarement demandé une CVE. La CVE, c'est vraiment donc tu vas trouver une faille de sécurité et ensuite tu vas potentiellement demander à un organisme qui s'occupe de ça, tu vas demander une CVE où ils vont t'attribuer un numéro et cetera. J'ai demandé une CVE parce que ça faisait bien et puis mes CVE, elles sont nulles, hein. Franchement, les 3 que je sais même pas combien j'en ai, mais je dois en avoir 2 ou 3. C'est pas des failles de fou, vraiment, c'est pas terrible. J'avais vu 9 sur ton site, je sais pas si... 9, peut-être 9, tu vois? Je sais même pas. Mais en gros, s'il y en a plus la quasi-totalité, j'ai pas demandé de CVE. Ce que je faisais, c'est que, grâce à mon compte Twitter, comme je disais, le temps était assez rapide. Pour des entreprises privées, pour des gouvernements, quand ça touchait des choses, vraiment secteur public, notamment j'ai beaucoup travaillé sur le cyberespace indien et cetera. Ça, c'était parfois très long, parfois ils réparaient très rapidement, mais ils réparaient mal. Parfois les relations étaient compliquées.
je touche du bois, franchement, ça s'est quand même pas trop mal passé et la plupart du temps, c'était réparé assez vite. Mais c'est parce que j'avais aussi un compte Twitter important et que, du coup, les enjeux étaient pas les mêmes, par rapport à un chercheur en cybersécurité lambda qui va aller envoyer un email puisque, les sociétés aiment pas trop la mauvaise presse en règle générale. Donc, s'il y a un compte important qui dit: «Ah les gars, il y a une faille de sécurité», bah, ils considéraient le problème alors que parfois quand vous envoyez un email et pour avoir discuté avec des dizaines et des dizaines de personnes qui font ça, hem, très souvent, bah, l'email il est ignoré et puis il se passe rien. Donc ça peut être très, 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 très long. J'essayais en tout cas d'utiliser, que ce soit pour ce que je trouvais moi ou même pour d'autres failles, parce que je l'ai fait, plusieurs fois, bah, d'essayer d'utiliser, ce super compte, pour, dire: «Bah, regardez, est-ce que vous pouvez pas réparer aussi la faille que machin a trouvé, que machine a trouvé?» Et voilà, d'essayer d'utiliser comme ça. On a eu des succès, on a eu des échecs, c'est comme ça. Est-ce que cette activité aujourd'hui est rattachée aussi à Predictalab ou pardon, pas de pleurant? Non. Alors, non, parce que c'est une activité différente et que ça a pas forcément de rapport. On a toujours un lien, on fait toujours beaucoup de reverse engineering chez nous, donc pour d'autres raisons, et c'est quelque chose sur lequel moi que j'aime beaucoup en fait, qui est vraiment une des activités que j'aime beaucoup, sur lequel je garde la main régulièrement, mais on n'a pas de recherche de failles actives et de disclosure comme ça, de ce qu'on appelle la coordinated disclosure, où on va essayer de faire en sorte que ce soit réparé. Aujourd'hui, c'est pas notre activité là. As-tu des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans la recherche de vulnérabilité? Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'il faut des bases? Ça dépend de quoi on parle. Encore une fois, la recherche de vulnérabilité, ça peut porter sur beaucoup, beaucoup de choses. On peut parler de recherche de vulnérabilité sur du système d'exploitation, sur Windows, sur Linux. On peut parler sur des applications en tant que telles, trouver des failles sur Chrome, c'est trouver des 0D sur Chrome, des trucs comme ça. On peut trouver sur de l'applicatif Windows classique. On peut parler sur de l'applicatif mobile. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est des choses qui sont très, très différentes à chaque fois, avec des connaissances nécessaires différentes. Donc c'est important de choisir ce qu'on veut reverser pour commencer. D'essayer pourquoi pas de se mettre un peu au développement aussi du sujet en question. Bah, si je veux faire du reverse d'application mobile, bah, c'est bien de comprendre comment on fait une application mobile. Ça peut aider, de creuser beaucoup les documentations à droite à gauche, de creuser tout ce que les autres ont fait avant aussi, côté reverse, sur ce sujet-là, et après de se prendre une target et d'essayer de creuser là-dessus et de trouver. Alors aujourd'hui, en plus, c'est beaucoup plus facile maintenant, à notre époque, parce que vous avez du bug bounty. Donc il est assez simple de trouver un programme de bug bounty, quel qu'il soit, qui a par exemple une APK, une application mobile, et puis vous creusez là-dessus, vous essayez de trouver des failles et puis vous testez vous-même. Donc si vous avez entre guillemets du temps libre, ça peut être un début, ouais. Et surtout de pas hésiter à poser des questions. Et Twitter était, alors maintenant Twitter a beaucoup changé, mais Twitter à l'époque était beaucoup, c'était un peu l'essence du truc. N'hésitez pas à poser des questions aux autres. Il y a pas de questions bêtes, et si vous avez des gens sur internet qui publient des trucs, même s'ils ont des gros comptes ou quoi, c'est envoyer des messages. Vous savez pas, vous allez, la plupart du temps, les gens essaient de répondre, et ça vaut le coup. Envoyer des messages, essayer de les contacter, et franchement, moi, je l'ai fait plein de fois. J'ai reçu aussi plein de messages de mon côté, et le monde est vraiment petit. Donc, envoyez des messages, posez des questions, et les gens, en règle générale, s'ils peuvent vous aider, ils vous aideront. Ouais, c'est le monde des petits avec Internet, je confirme. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as participé à des... Parce que tout à l'heure, tu parlais de bug bounty. Est-ce que tu as participé à des programmes de bug bounty? Un un petit peu, mais très rarement. Très, très rarement, j'en ai assez peu fait en réalité.
Mais j'en ai fait, oui. Ok. Je pense que la démarche doit être la même pour, en termes de base, comment commencer. Ça va être la même démarche pour la recherche de vulnérabilité des bugs bounty. Je pense que c'est la même démarche. Oh, oui, c'est l'idée. Oui, oui, c'est pareil. Oui. Ok. Comment tu vois l'évolution de la cyber dans 5-10 ans? Vaste sujet parce qu'on arrive. La cybersécurité est devenue une industrie depuis quelques années maintenant. Où il y a de l'argent. Fondamentalement, il y a beaucoup d'argent qui tourne. Il y a un vrai besoin. Il y a clairement un vrai besoin. Aujourd'hui, on le voit, la cybercriminalité, c'est organisé, c'est industrialisé. Donc, le besoin de cybersécurité, il est présent. Et on manque, il y a un vrai manque de ressources intermédiaires. C'est-à-dire que, il y a des ingénieurs. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, mais on manque, beaucoup de techniciens qualifiés, si je puis dire, donc de bac plus grosso modo de bac plus 2 ou bac plus 3. De gens qui font on n'a pas besoin d'être ingénieur forcément pour faire de la cybersécurité. On peut avoir un bac plus 2, un BTS et travailler dans la cyber sans aucun souci. Alors après, c'est toujours pareil, il y a plein de postes différents, mais on a vraiment besoin de former plus de gens à la cybersécurité. On n'a pas tous besoin de faire du reverse engineering, de faire du développement d'exploits ou quoi que ce soit. La cybersécurité, c'est aussi beaucoup savoir lire des logs, savoir détecter une attaque, développer des outils aussi, savoir maintenir une infrastructure. Il y a tout un aspect réseau, sécurisation du réseau, sécurisation du SI, qui est en réalité le cœur de la cybersécurité quand on est en entreprise. Et donc ça, c'est un vrai, il y a un vrai, vrai sujet là-dessus, qui est de dire, bah, on a besoin de plus de gens et on n'a pas besoin chaque fois des bac plus 5, des gens qui pas forcément utiles. Donc, il y a ce point-là qui est très important. Et après, il faut qu'on en revienne à des choses pratico-pratiques, quoi. On n'a pas besoin du nouveau truc à la mode à chaque fois, etc. Il faut qu'on en revienne à être en capacité un petit peu à avoir des métriques claires sur sur les différentes l'état de la menace, parce que ça nous permettra de mieux communiquer, de mieux sensibiliser aussi. Et voilà. Et après, il y a plein de sujets connexes sur lesquels je peux en parler très longtemps, mais grosso modo, sur l'état de la cyber française, où on n'a malheureusement pas de très très gros champions encore pour l'instant. Et on est très très dépendant de solutions qui ne sont pas françaises et qui, en termes de cybersécurité, est un des sujets, est une problématique, puisqu'on va perdre de l'autonomie et de la propriété sur nos données à nous. Et ça c'est un sujet. Donc, en termes de souveraineté, en termes stratégiques, euh, la cybersécurité française devrait se doter et se donner les moyens d'avoir aussi des grosses entreprises françaises qui soient capables d'avoir ce rôle-là et de tenir, entre guillemets, l'arène en termes d'innovation, en termes de capacité, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'en termes de souveraineté, il y a quelque chose qui se met en place pour y arriver ou on n'a même pas commencé du tout? Non, 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 il n'y a rien du tout. Non, il y a, dans mon sens, moi, après, je suis quelqu'un de très critique sur ce type de sujet-là, mais grosso modo, on parle beaucoup. Alors ça, on parle énormément, mais on est très, très dogmatique sur le sujet. Ça, il y a pas de question. Fondé sur une vraie culture qui est la nôtre et qui est sur le respect, la vie privée, sur les droits fondamentaux, sur plein de choses sur lesquelles je partage à 100%. Sauf qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de se créer en termes des moyens. Et c'est pas que de l'argent, hein, c'est la politique aussi. C'est des moyens financiers, mais c'est des moyens politiques, c'est des moyens aussi en termes légaux, de pouvoir créer en fait un champion qui soit notre reflet à nous, qui soit culturellement en fait le reflet de la cybersécurité, entre guillemets, à la française, avec les valeurs qu'on veut mettre dedans. Et ça c'est un problème. Parce qu'on peut parler de souveraineté toute la journée, mais si derrière, c'est pour laisser en fait les plus gros marchés à des sociétés qui ne sont pas françaises, bah en fait, ça sert à rien de parler de souveraineté toute la journée. Euh, voilà. Moi, je suis
plutôt dans l'action que dans le. Je préfère être dans l'action et dans les faits que dans le blabla parce qu'à la fin, ça sert à rien de blabla. Ouais, je suis totalement d'accord. Parce que alors, je pense que ça va être peut-être une décision politique pour pouvoir mettre en place. Je sais pas ce que tu en penses, si c'est une décision politique ou plus que ça. Non. En fait, l'action politique, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, est un déclencheur. C'est l'étincelle. C'est-à-dire que l'action politique, notamment à un certain niveau de l'État, va permettre de faire bouger les choses. Ça va permettre de donner une énergie pour engendrer le mouvement. Ça va pas faire, ça va démarrer un mouvement. S'il n'y a pas d'action politique, en fait, il n'y a pas de mouvement. Et donc, de fait, après, il n'y a pas les moyens qui sont déployés, etc. À partir du moment où vous avez une action politique qui décide d'aller dans un sens, dans une direction avec une stratégie claire, alors on va mettre des moyens, les gens vont se coordonner, etc., etc. Mais s'il n'y a pas d'action politique, si on n'a pas de direction, et ce qui est le cas en France, hein, globalement, sur la question du numérique et sur la question de la cybersécurité, si on n'a pas de politique, bah, on fait de manière très opportuniste aux gens qui se présentent en face d'eux. Voilà. Et en fait, à la fin, il n'y a rien de vraiment construit. Ouais, je pense que ça s'applique aussi au cloud, parce que c'est pareil, le cloud, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas de cloud souverain en Europe, alors qu'il y a les ressources humaines. Vaste sujet. On pourrait parler longtemps, vaste sujet. Ouais. Mais ouais, ça c'est encore un autre débat, mais je pense que ça rejoint la cyber. Il y a les ressources humaines mais je pense que ouais, c'est peut-être qu'il faut une décision politique pour déclencher les actions, ouais, certainement. C'est vrai, c'est un vaste sujet. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des métiers aussi, c'est très important ce que tu as dit, parce que je sais que beaucoup de gens pensent que la cybersécurité, c'est uniquement faire du pen test et ça s'arrête là. Alors que, enfin, moi, je passe mon temps à répéter aux gens, il y a au moins une vingtaine de métiers dans la cyber. Il y a une- il y en a tellement. Voilà. En fait, effectivement, c'est une vraie problématique qu'on voit. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est important. Alors, on a l'imaginaire aujourd'hui, vous êtes, et c'est normal, très influencé par ce que vous avez vu, ce que vous avez imaginé à la télé. Dans les séries, Mister Robot, et moi le premier, hein, j'avais l'avatar de Mister Robot quand j'ai commencé. Mais la cybersécurité, il y a la partie offensive qui est super cool. Franchement, on va pas se le cacher. Trouver des failles et tout, j'ai fait ça des années, c'est super cool. Pénétrer dans des endroits où vous n'êtes pas censé être, c'est vraiment, vraiment cool. Mais c'est une petite partie de ce qui est réellement la cybersécurité. Et un truc qui est super cool, c'est se défendre contre les attaquants. Et ça, c'est assurer la défense et ce qu'on appelle la blue team, assurer la défense de son périmètre, c'est être en capacité de détecter un attaquant et en temps réel, être en capacité de dire attends, j'ai quelqu'un, j'ai détecté un truc, tac, 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 je comprends ce qui se passe. Ça, c'est méga cool aussi. Et il y a plein de métiers différents qui sont vraiment très, très cool. Donc, quand vous cherchez un boulot dans la cybersécurité, il y a effectivement le pentest qui est un sujet, mais il y a vraiment plein d'autres choses très, très bien. Renseignez-vous, regardez, vous avez Internet. Normalement, si vous aimez ce domaine-là, vous savez à peu près chercher sur Internet. Cherchez, renseignez-vous et vous allez voir, il y a plein de choses. Ouais, je sais qu'il y a par exemple la sensibilisation aussi qui fait partie d'un des métiers. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a la sensibilisation aussi, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'apport de l'intelligence artificielle dans l'OSINT? Est-ce que ça peut être utile ou pas? Vaste sujet, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, l'IA sert beaucoup pour tout ce qui est analyse de texte. L'analyse de texte, c'est assez intéressant puisque ça va effectivement permettre d'automatiser un côté analyse. Ça va permettre de trier des choses, de pré-mâcher, de pré-trier de l'information. C'est un accélérant, on va dire, sur certaines tâches, mais c'est pas une solution. Donc, il y a des choses très, très intéressantes qui commencent à venir. Ça commence un petit peu à arriver. Aujourd'hui, l'impact de l'IA sur l'OSINT, elle est pas révolutionnaire. Il y a effectivement un peu d'IA sur de la GeoInt pour localiser une photo
ou une vidéo. Ça, c'est assez cool et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer, qui est intéressant et sur lequel il faut creuser. Le reste, on est sur des choses assez classiques qui sont intéressantes, qui vont permettre d'optimiser certains outils, mais voilà, pas beaucoup plus. D'accord, ok. Et comment tu fais pour rester à jour dans la cybersécurité? T'arrêtes de prendre des vacances. Grosso modo, c'est un vaste sujet. La cybersécurité est un milieu qui est très exigeant à ce niveau-là parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et c'est ça qui le rend aussi passionnant. Il est difficile d'être toujours à jour dans tout, dans tout. Euh, j'ai pas forcément de recette miracle pour être à jour. Je sais que je regarde Twitter, mais je regarde vraiment de moins en moins. J'essaye de me tenir au courant, mais j'ai pas de solution plus que ça. Après, côté Predictalab, on est aussi plusieurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est aussi plusieurs personnes à regarder le même sujet et qu'on centralise un peu les informations qu'on voit les uns et les autres. Et ça permet aussi en interne de tous se tenir au courant et de faire de la veille de manière mutualisée. Donc, c'est un bon moyen. Voilà. Pas forcément de recette miracle. D'accord. Est-ce que c'est prévu que Predictalab propose des services de veille technologique aux entreprises? Veille techno, pas forcément. La veille techno, pas forcément, mais on a d'autres produits qui arrivent. Ouais. On a d'autres produits qui arrivent et on va faire des choses intéressantes, notamment sur ces sujets. Ouais. Ok. Alors on arrive sur la fin. Est-ce on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas abordé un sujet que tu souhaiterais aborder? Non, pas forcément, à part dire que effectivement, la cybersécurité, l'OSINT, c'est des sujets, des domaines qui sont passionnants. Il y a plein de choses à faire. Mais faut toujours rester très, très humble sur ce qu'on sait, sur ce qu'on sait, surtout tout ce qu'on ne sait pas, et sur ce qu'il faut connaître. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est un métier il y a des métiers vraiment qui sont géniaux. Et puis, allez-y, il nous faut du monde. Donc, allez-y. Confirme, il faut du monde. Je confirme. C'est ça. Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel on peut te suivre? Alors oui, on peut me retrouver principalement sur Twitter, puisque historiquement, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Donc, sous le pseudonyme F-Society. Et après, mais je suis assez actif aussi et j'essaie de quasiment égaliser les deux sur LinkedIn. C'est mon côté grand-père, je commence à vieillir. Sous mon nom, Baptiste Robert. Et c'est à peu près tout. Après, alors j'ai un petit peu arrêté, mais je vais m'y remettre normalement, de faire des live Twitch. Où on peut me retrouver aussi sous le même pseudonyme Society Off, je crois, de mémoire. Donc je vais m'y remettre un peu, où on fait un peu de GeoInt de manière collaborative. On essaie de trouver des images, de la localisation d'images, de vidéos. Et ça, l'idée, c'est de se détendre, de faire un truc cool. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Top, merci. Avec plaisir. Parce que j'ai vu que sur YouTube, tu faisais parfois aussi des lives, mais peut-être que c'était des lives de Twitch que tu avais mis sur de Twitch, ouais. Non, c'était les live Twitch, ouais, que je mettais, que je remets derrière. Enfin, que je remettais parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Bon, pour terminer, est-ce que tu as un livre à recommander sur la cybersécurité ou sur tes domaines d'expertise? Malheureusement, je suis pas un très très grand lecteur. Alors, Ouais, un site web. enfin, je suis pas un très grand lecteur. Je lis pas forcément sur la cybersécurité. J'ai jamais trop lu de bouquins sur la cybersécurité. Après, sur l'OSINT, il y a un livre qui est le livre qui fait référence aujourd'hui, qui est le livre de Michael Bazel, euh, qui fait OSINT Techniques, qui est un très bon livre et qui, pour toute personne qui commence, va permettre de donner des bonnes bases. D'accord, moi je vais partager aussi ce livre-là, le nom du livre. Est-ce que tu as une citation préférée pour terminer? Ouais, et tout.
Félicitations. Ok. Non. Très bien. Ouais, je pense que c'est OK pour moi. C'était vraiment un plaisir de te recevoir Bah, de même. dans cet épisode de techno et de cybersécurité. Merci d'être venu. Ah, merci à toi. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Et bonne journée et à bientôt. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut.